À l'origine, je suis professeure des écoles. J'ai travaillé pendant 10 ans donc en éducation prioritaire dans les fameux quartiers nord de Marseille, principalement en classe de CE1, CM1 et CM2. Et en fait, durant ces années, je me suis beaucoup questionnée par rapport à mes difficultés professionnelles. J'en ai eu de nombreuses. Donc je les ai transformées en problématiques professionnelles. Et en fait, celle qui m'a le plus interpellée, c'est la problématique de l'excellence en éducation prioritaire. Donc j'ai été vraiment, on va dire, surprise de cette excellence. Pourquoi surprise? Tout simplement parce qu'elle ne rentrait pas dans ce que j'appelle mes nombreux préjugés et construits sociaux. L'éducation prioritaire était pour moi associée à la difficulté scolaire, à l'échec, à la violence. Donc pour moi, l'excellence en fait ne faisait pas partie de ce qui pouvait exister en éducation prioritaire. Voilà, très gros préjugé que j'avais. Et il a fallu que je déconstruise ça. J'ai découvert, bien sûr, j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, en travaillant pendant 10 ans dans ces écoles. Et donc j'ai voulu commencer des études en sciences de l'éducation, aujourd'hui sciences de l'éducation et de la formation, pour essayer de m'enrichir en fait de ces théories et pour essayer aussi de comprendre pourquoi j'étais passée à côté de tout ce public existant dans ces zones d'éducation prioritaire. À la suite de quoi, donc, j'ai décidé de réaliser ma thèse sur l'excellence prioritaire, l'excellence en éducation prioritaire. Et ensuite, j'ai continué à travailler sur les perceptions de l'échec scolaire du côté des enseignants. Ça a donné entre autres l'ouvrage autour de l'échec scolaire de la collection Mythes et Réalités des éditions Rex. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et puis j'ai continué, j'ai travaillé sur les parcours d'excellence, sur les cordées de la réussite, dans les collèges, les lycées. J'ai eu un très beau projet qui m'a beaucoup plu dans les lycées professionnels et plus spécifiquement avec les classes de CAP, lieu de discrimination des élèves dans ce qui est pourtant une voie d'excellence dans les métiers de l'artisanat par exemple. Donc c'était vraiment très intéressant pour moi de travailler dans ces environnements. Aujourd'hui, de façon un petit peu plus générale, mes travaux portent sur l'hétérogénéité des apprenants en contexte éducatif varié. Donc j'ai diversifié beaucoup mes terrains de recherche. Je travaille par exemple avec des acteurs des MEX, des centres éducatifs fermés, d'associations de réinsertion professionnelle et sociale. Pour mes travaux qui se poursuivent dans le milieu scolaire, parce qu'il y en a, c'est majoritairement en éducation prioritaire et je me suis spécialisée dans la relation avec les familles à partir de recherches collaboratives où je travaille donc avec des équipes enseignantes, des équipes encadrantes, mais également des associations au sein d'établissements. Et donc c'est à ces différents titres, je suppose, que j'ai été invitée à prendre la parole aujourd'hui devant vous. Donc sur cette journée et sur cette conférence, donc partenariat entre éducateurs et familles pour une éducation partagée. Donc je vais vous présenter une conférence qui va avoir 3 grands temps. Toujours une introduction sur à quoi sert la recherche. Ça, c'est pour éviter les malentendus entre nous sur cette matinée. Pour ensuite, justement, enchaîner sur les malentendus dans la relation entre acteurs éducatifs et familles. Le deuxième chapitre portera sur la réalité des familles. Et le troisième et dernier chapitre sera sur la notion de mutualisation collaborative. Je ferai le lien avec la notion de collaboration interprofessionnelle. Voilà, et la différence entre la mutualisation collaborative et la collaboration interprofessionnelle. Alors, avant toute chose, en guise d'introduction, je vais prendre le temps, comme je le fais quasiment toujours en début de conférence, pour faire un point sur le rôle de la recherche. Et sur ce qu'on va aborder, mais aussi sur ce qu'on n'abordera pas pendant cette conférence. Le rôle de la recherche, c'est de décrire le plus finement possible des situations, d'essayer de décortiquer et de faire comprendre, d'analyser finement et de décrypter des organisations, des systèmes de la réalité. Mais la recherche ne dit jamais ce qu'il faut faire. Et très souvent, c'est une frustration quand on va essayer de chercher dans la théorie des solutions. Eh bien, en fait, la théorie ne peut pas apporter de solutions, tout simplement parce que tout ce que je vais vous présenter ici, ce sont des recherches qui sont en fait contextualisées. Les données ont été récoltées dans des environnements spécifiques, dans certaines institutions, avec certains publics, dans certaines zones géographiques qui sont différentes des lieux et des institutions dans lesquelles vous tous et toutes travaillez. Une partie des recherches est également en fait une réflexion théorique qui va gommer les particularités et les spécificités pour présenter des tendances générales.
Donc en fait, face à ces tendances générales, on peut avoir un retour sur le fait que la spécificité du contexte dans lequel on travaille ne correspond pas à ces généralités. C'est pour ça que je rappelle toujours que la théorie ne dit jamais le vrai et ne dicte pas les pratiques. En revanche, la théorie va venir expliquer très précisément certains contextes et certaines situations qui vont être source d'inspiration justement en lien avec vos contextes et vos pratiques professionnelles propres. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pensé la conférence. J'ai imaginé que chacun et chacune pouvait se saisir de certaines informations que je vais présenter, voir si elles sont transférables ou non à leur contexte, ou si elles sont en fait stimulantes, source de créativité, c'est-à-dire vous donner peut-être des idées de quelque chose que vous souhaiteriez expérimenter sur le terrain. Parfois, ce qui se passe avec la recherche, c'est qu'elle dit des choses qui peuvent déranger, liées à l'encontre de certaines évidences. Alors, ce que je dis aussi, c'est mon rôle en tant que scientifique de vous faire part des résultats d'études. Je n'interviens pas ici pour vous donner mon point de vue personnel. Par contre, je pense qu'il est important ensuite de créer des espaces de discussion où je serais vraiment intéressée d'avoir votre retour sur ces éléments qui peut-être vous ont interpellé et qu'on puisse en discuter. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est le suivant. Comment la recherche peut aider les professionnels dans le partenariat avec les familles. Donc, je vais essayer de vous présenter des théories, mais également de vous proposer des liens avec des pratiques, avec plusieurs situations, plusieurs études de cas, pour illustrer en fait comment les théories peuvent venir inspirer cette pratique, ces professionnels, ce terrain. Vu qu'on a 3 chapitres, que la conférence, donc on est ensemble jusqu'à midi, en fait, je vais vous proposer qu'on sépare, en fait, qu'on fasse 3 temps de cette conférence, et à la fin de chaque chapitre, je m'arrête, je vous donne la parole, parce que c'est aussi l'objectif de cette journée, c'est que vous puissiez en fait discuter ensemble, échanger ensemble, et vous poser soit des questions si vous en avez par rapport à ce que j'ai présenté, mais ce qui me paraîtrait très intéressant, c'est si vous pouviez partager des situations, des actions que vous menez, et qui pour vous sont en lien avec ce qui a été dit. Est-ce que ça vous conviendrait qu'on fonctionne comme ça ? Ça, vous savez que vous n'avez qu'à peu près 18 minutes à chaque fois de concentration. Puis après, on est sur une démarche un peu plus d'échange. Alors, donc on commence sur le premier chapitre, sur les malentendus dans la relation. Je commence par une expérience de terrain, et ensuite je reviendrai sur la théorie. Donc je vais prendre un exemple dans le domaine scolaire pour ensuite l'élargir à d'autres domaines. C'est un exemple qui ressort de la thèse de Renaud Cornand, qui est sociologue de l'éducation. Il interroge, donc il a fait un travail, une étude de cas sur un établissement dans le 15e arrondissement de Marseille, et il interroge les enseignants et les parents, bien sûr séparément, sur leurs relations. Et là, un enseignant précisément dit ne jamais voir une famille précisément. Et quand il fait l'entretien avec la famille dit voir tous les jours l'enseignant. Qui dit vrai ? Eh bien, quand on creuse dans ces entretiens, on se rend compte que la différence, c'est la perception du sens voir. Pour l'enseignant, voir le parent, c'est quand il passe le portail. Pour le parent, voir l'enseignant, c'est le signe de la main quand il vient récupérer son enfant. On est dans le primaire, donc on a à peu près un contact quotidien avec les parents. Ce petit signe qui, pour lui, dit « Ça va aujourd'hui ? Ça va ? Parfait. » Hop, et tout va bien. Donc, on a d'un côté un parent qui voit tous les jours l'enseignant et qui lui demande implicitement si la journée s'est bien passée avec son enfant, et un enseignant qui regrette de ne pas avoir de contact avec cette famille, a priori, pour lui dire que finalement ça ne se passe pas si bien que ça avec son enfant. En fait, à chaque fois qu'on est dans la relation, on est aux prises avec des malentendus en permanence. On peut même sortir un petit peu du sujet. On peut penser aux malentendus de l'enfant qui ne comprend pas pourquoi le dessin qu'il dessine sur une feuille est magnifique du point de vue de son parent. Par contre, quand il fait le même dessin sur le mur, ça, bizarrement, les réactions ne sont pas les mêmes. Ou alors, j'ai trouvé également un exemple dans la vie de couple. L'un des deux dit s'occuper du repas pour le soir pour les invités qui viennent, mais a priori, ça n'incluait pas d'aller faire les courses. Vous voyez, on a des malentendus comme ça, parce qu'en fait, on a des représentations différentes des actions. Alors, que nous dit la théorie là-dessus ? Eh bien, la théorie nous dit que les interactions sont propices aux malentendus. En fait, chaque être humain porte avec lui un ensemble d'éléments qui en font sa spécificité. C'est ce que vous pouvez retrouver sur ce schéma, ce cercle qui entoure l'individu. C'est l'ensemble de ses valeurs, de ses traditions, de sa culture, de son histoire, de son présent également.
mais aussi de ses présupposés, de ses préjugés. J'en ai parlé tout à l'heure quand je me suis présentée. Et finalement, quand on rencontre l'autre, quelles sont les interactions possibles? Est-ce qu'il y a des interconnexions? Est-ce qu'il y a des points d'accroche? Je vais faire un détour par une anecdote personnelle. À 21 ans, je décide de faire mon premier voyage en Asie en mode sac à dos. Et donc mon présupposé, c'est que le monde entier traduit en anglais toutes les informations. J'arrive dans le métro à Tokyo pour me rendre compte que c'est donc un présupposé qui n'est pas la réalité. Il n'y a que des écrits en japonais. À 21 ans, je n'avais pas pris le temps d'apprendre le japonais, même si j'étais très motivée par ce voyage. Et donc, je me retrouve avec aucun point d'accroche. Donc, je cherche mon cercle, mes valeurs, etc. Et je cherche mon entourage, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'après à peu près 15 minutes de sidération, dans ce moment de grande solitude, eh bien, ce point d'accroche vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est un homme assez souriant qui parle un peu anglais, qui est venu m'accompagner jusqu'à une borne de métro pour que je prenne mon ticket et qui m'a accompagné jusqu'au quai. Parce qu'une fois que j'avais mon ticket, vous doutez bien que l'épreuve n'était pas terminée. À partir de cette histoire-là, ce que la théorie nous explique, c'est qu'il faut chercher la porte d'entrée. Quel est ce lieu, quel est ce point, cette zone assurée, qui va être ce lieu de rencontre entre acteurs éducatifs et parents? Pour trouver cette porte d'entrée, première chose que l'on peut faire, c'est d'interroger les présupposés ou les préjugés. On a tous des préjugés sur la personne que l'on va rencontrer. On peut prendre un temps pour identifier les nôtres. Donc, j'ai parlé brièvement des miens quand j'ai pris mon poste en éducation prioritaire, dans une école qui était zone violence. Je ne conscientisais pas qu'il puisse exister de l'excellence. J'ai eu à cœur d'ailleurs de combattre cette invisibilité de tous ces élèves excellents que j'ai eu le bonheur d'accompagner en y consacrant ma thèse, mais il faut imaginer ce cercle le jour où je suis rentrée dans cette classe avec les 25 cercles des élèves que j'avais face à moi. J'ai échangé avec une professionnelle qui m'a fait part de la sienne, donc je vous partage ce qu'elle me raconte. Elle accompagne une maman d'un petit garçon et elle explique ses difficultés et sa souffrance dans cette parentalité. Son mari travaille en Turquie, donc il est très peu présent sur le domicile familial et elle a très peu de contacts en extérieur. Elle est assez isolée comme maman. Et elle est en permanence avec son fils de 2 ans et demi qui a du mal à parler, donc qui est en permanence accroché avec elle et elle explique cette souffrance en fait de cet isolement avec son enfant. Et donc elle explique à cette professionnelle qu'elle a envie de passer son permis pour peut-être travailler. La professionnelle reçoit cette information donc avec intérêt et lui demande « Est-ce que vous avez des idées de champs professionnels dans lesquels vous pourriez vous orienter ?» Et la mère répond « Mon mari m'a dit que je pouvais travailler là, il m'a dit que je pouvais travailler là, et il m'a dit que je pouvais aussi travailler là. » Et la professionnelle verbalise « Ça, c'est ma limite. C'est quelque chose que je n'arrive pas à entendre. » Pourtant, elle conscientise réellement qu'elle ne peut pas ne pas entendre ce discours, qui est un discours qui est plutôt régulier dans les personnes avec lesquelles elle travaille, mais elle a vraiment ressenti que c'était une limite personnelle et qu'elle a besoin, en fait, pour exercer son métier, de travailler sur ses propres représentations. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'accompagnement à la parentalité, ce n'est pas d'imposer un point de vue socioculturel, mais bien d'accompagner un public qui verbalise une fragilité. Donc, comment travailler le commun quand tout nous paraît tellement éloigné dans ces deux cercles? Donc, on rencontre une personne et en fait, on a la sensation qu'il n'y a peut-être rien de commun et qu'on a à cœur de créer cette relation. La première chose, ça peut être de conscientiser qu'il y a du commun qui peut être invisible. Ce que j'ai pu montrer, comme l'a fait avant moi le collectif ATD Carmonde, je ne sais pas si vous le connaissez, dont je vais parler régulièrement, c'est la conscientisation, par exemple, que la peur est dans les deux camps. Certains acteurs éducatifs verbalisent le fait qu'ils ont peur de certains parents et certains parents verbalisent qu'ils ont peur de certains acteurs éducatifs. Quand j'ai travaillé donc, au sein d'une école avec des parents sur la rentrée des classes, les parents sont stressés à l'approche de la rentrée des classes. Et bien, lors de ces discussions avec les enseignants, les parents ont conscientisé que les enseignants étaient stressés à l'approche de la rentrée des classes. Et ça a été une découverte extrêmement importante pour eux. Parce que d'un coup, en fait, ils ont ressenti déjà de l'empathie vis-à-vis des enseignants, et puis ils se sont sentis beaucoup moins seuls. Ils ont compris qu'en fait, enseignants et parents partageaient
quelque chose sur ce moment extrêmement fort, finalement, pour toutes les parties, enseignants, parents et enfants. Comment on peut traduire cette théorie autour des malentendus dans la relation en pratique? Alors, encore une fois, hein, je parle du côté de la recherche, donc mes propositions ne vont pas être des éléments extrêmement précis d'action, mais plutôt des pistes de réflexion, et c'est peut-être aussi sur ça que j'aimerais avoir votre retour lorsqu'on fera le temps d'échange sur ce chapitre. La première chose, et ça c'est en lien avec les nombreux entretiens que j'ai menés avec des acteurs professionnels, particulièrement dans le domaine du social, c'est accepter que les familles fassent confiance aux institutions et s'en tiennent éloignées. Ça, peut-être dans un de mes préjugés, présupposés, c'est quelque chose que j'ai eu du mal, sur lequel j'ai travaillé. Pour moi, si on est impliqué dans un sujet, si on adhère à une proposition, eh bien on va être présent. C'est un petit peu peut-être le parallèle avec cet enseignant qui regrette que ce parent ne passe pas le portail de l'école. Parce que pour lui, l'implication va vers un investissement des lieux écoles. Alors que non, ce parent est impliqué dans la scolarisation de son enfant, mais il ne passera pas le portail. Un autre exemple dans l'accompagnement des mamans qui sont dans des réseaux de prostitution, donc le professionnel avec qui je travaillais me parlait de ces mamans dont certaines mamans dont les enfants étaient placés en protection de l'enfance, et l'association qui justement accompagnait ces personnes dans les réseaux de prostitution proposait des espaces d'accueil parents-enfants qui pouvaient être ce lieu de médiation pour que ces mamans rencontrent leurs enfants placés dans les services sociaux. Eh bien, certaines mamans ont refusé ces espaces, parce qu'en fait, elles ne souhaitaient pas faire coïncider ces deux espaces de leur vie. L'espace en lien avec la prostitution et l'espace en lien avec leur enfant. Donc ce sont des lieux qui étaient investis par certaines populations, enfin certaines personnes, et qui étaient complètement désinvestis par d'autres. Pourtant, ça ne voulait pas dire qu'elles n'avaient pas à cœur de travailler la relation avec leur enfant, mais ce n'était pas l'espace qui leur convenait. Deuxième point, très fort, qui ressent tant du côté des parents que des professionnels, conforter les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant. Il y a un danger, et je reviendrai là-dessus dans un autre chapitre, de la dépossession parentale et de la dépossession du pouvoir d'agir. Voilà, deux éléments forts dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le troisième point, c'est respecter l'envie et le droit de ne pas participer. Ça, je pense que toujours en lien avec un peu nos rapports personnels aux situations, c'est difficile en tant que professionnel de voir une personne qui n'adhère pas à des éléments que l'on propose et dont on sait que ce sera efficace. Respecter l'envie et le droit de ne pas participer. L'avant-dernier point, qui est assez important, en tout cas qui revient régulièrement, c'est la notion d'explicitation, dont je pense qui fait partie de vos missions et de vos actions au quotidien. Expliquer les besoins de l'institution. On parle souvent du jargon professionnel. Le jargon réunit ceux qui le maîtrisent et isole ceux qui ne le partagent pas, avec une double punition. Ils ne comprennent pas et ils se sentent exclus. Donc, cette nécessité de revenir sur le sens de ce qu'on présente et ce qui est un allant de soi pour soi et un entourage proche, étant donné que ça fait partie de notre quotidien, mais qui peut être vraiment quelque chose d'incompréhensible pour certaines personnes auxquelles on s'adresse. Mais en lien avec la notion d'explicitation des besoins, il y a le besoin exprimé par les familles d'être écoutées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, voire même, c'est une des premières demandes des parents et des enfants qui vivent dans la grande pauvreté. Je cite un extrait des institutions qui écoutent vraiment. Et quand on travaille, je vous présenterai quelques ouvrages après sur les témoignages relatés par ATD Carmonde qui a toute une démarche pour permettre de donner la parole aux personnes en grande précarité. Eh bien, ces personnes disent « On aimerait que les acteurs éducatifs acceptent de se laisser enseigner ». C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé. Et si j'acceptais de me laisser enseigner, si j'acceptais en fait d'apprendre des personnes qui sont en face de moi et qui vont me raconter des choses que j'ignore. Mais sur ces 4 points, je parle principalement du côté parentalité des parents. Qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'acteur éducatif vis-à-vis de ses parents? Mais en fait, dans la relation, il y a plusieurs personnes et l'acteur éducatif est un des acteurs principaux de cette relation. Et donc le dernier point, il est consacré aux acteurs éducatifs. Il y a nécessité à soit créer, soit maintenir ces lieux d'espace de parole pour ces professionnels. Donc on pense, on va dire la plupart du temps, aux analyses de pratique, mais il y a d'autres façons aussi de créer des espaces de discussion. Ils ont besoin de parler sur leur pratique.
Ils ont besoin de pouvoir discuter, ils ont besoin aussi de pouvoir identifier leurs préjugés pour travailler dessus, et ils ont besoin de pouvoir verbaliser leurs limites. Exactement comme cette professionnelle qui me dit « Je n'arrive pas à entendre une femme dire que c'est son mari qui choisit tout pour elle. C'est sa limite personnelle. » Mais une fois qu'on l'a dite, on peut travailler dessus. Sauf que finalement, on se rend compte que dans le quotidien et l'intensité des missions que sont celles des acteurs éducatifs, eh bien, on n'a pas ces temps d'arrêt nécessaires pour conscientiser et ses limites et ses présupposés. Donc en fait, ils font partie de nous, ils font partie de ce bagage que l'on a autour de nous, sans avoir ce temps de travailler dessus pour justement nous permettre de s'en servir comme levier. Alors, même si on s'éloigne de la question directe de la parentalité, j'ai fait un travail d'enquête assez important sur l'accueil des mineurs non accompagnés en MEX. Donc les MEX, qui sont une structure qui, à la base, n'ont pas été créées pour l'accueil des mineurs non accompagnés, mais en fait qui ont été investis face à ce droit d'asile de cette population. Et j'ai travaillé avec les éducateurs, donc en observation participante et en entretien plutôt informel, parce que c'est une structure qui ne se prête pas aux enquêtes, on va dire, beaucoup plus formalisées. Pardon. Et en fait, j'ai montré dans ce travail que j'ai réalisé avec une collègue impliquée dans ces structures, que les éducateurs oscillaient entre des postures d'accompagnement et de contrôle, en fonction de ce qui se jouait lors de ces temps d'accompagnement au sein de la MEX, et ils étaient tiraillés entre leur mission de transmission et le maintien de la relation éducative apaisée. Tout simplement parce qu'ils vivent au quotidien avec ces jeunes. Il y a des situations qui posent problème, mais sur lesquelles, en fait, ils hésitent à venir s'opposer parce qu'ils savent qu'en contrepartie, la relation éducative risque d'être abîmée, voire fracturée, ce qui empêchera la continuité de l'accompagnement. Et donc, particulièrement, deux gros sujets qui étaient les sujets d'homophobie et de racisme, qui étaient ces deux sujets forts sur lesquels les éducateurs ne réagissaient pas toujours, donc ça allait à l'encontre de leurs valeurs personnelles, donc ils étaient en difficulté personnelle, souffrance vis-à-vis de leurs valeurs et leurs principes, tiraillés avec cette mission professionnelle de garder le lien avec une population vulnérable pour pouvoir réaliser cet accompagnement et cet accueil. Voilà pour la première partie, donc sur les malentendus dans la relation.